Il est courant en data science de devoir manipuler des dates et en particulier des séries temporelles. Nous allons voir dans cette vidéo la gestion des dates et des séries temporelles en NumPy et Pandas. Ouvrons maintenant un notebook pour commencer à jouer avec ces notions. NumPy a deux types pour gérer les dates. Un type qui s'appelle DateTime64 pour gérer spécifiquement les dates et un type qui s'appelle TimeDelta64 qui est pour gérer les intervalles de temps. Ces deux objets sont codés sur 64 bits avec un codage qui est très malin. En fait, on peut spécifier à NumPy la résolution temporelle que l'on veut avoir, par exemple la seconde, la milliseconde, l'année, le jour. Et l'encodage va automatiquement s'adapter à la contrainte de 64 bits pour coder le maximum de dates possibles. Pour vous donner un exemple de cela, si nous choisissons la résolution de la nanoseconde, une résolution très faible, on est capable de coder toutes les dates allant de 1978 à 2262. Si on a besoin d'un plus vaste éventail de dates, on peut prendre par exemple la résolution de la milliseconde qui permet de coder des dates couvrant 600 millions d'années. Donc on voit que c'est un codage extrêmement flexible qui permet une grande facilité d'utilisation. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut créer un objet DateTime64. Donc pour cela, on va appeler la fonction DateTime64 et on va lui passer une date qui doit être dans un format particulier, le format ISO 8601. Donc on ne va pas rentrer dans le détail de ce format, je vais juste vous donner quelques exemples. Donc ici, on va l'écrire de la manière suivante, 2018, juin 30. Donc ça s'écrit comme ça. Donc ici, j'ai donc donné, voilà, la date qui correspond au 30 juin 2018. J'exécute cela et j'ai donc créé un objet DateTime64 qui correspond au 30 juin 2018. Maintenant, je peux évidemment également spécifier une heure. Donc je vais spécifier l'heure de la manière suivante. Je vais dire par exemple 8 heures, 35 minutes, 23 secondes. Je l'exécute et j'ai créé mon nouvel objet en prenant en compte l'heure. Et pour finir, je peux également spécifier la granularité. J'ai parlé tout à l'heure, donc ici je peux dire par exemple, je vais prendre comme granularité la nanoseconde. Et donc maintenant, j'ai créé mon nouvel objet avec la granularité qui est de la nanoseconde. Pour finir, je vais vous montrer comme une manière de créer des objets TimeDelta64. En fait, un objet TimeDelta64 s'obtient automatiquement lorsque l'on va faire des opérations de différence, par exemple, entre deux dates. Donc ici, je fais une opération entre le 30 et le 20 juin à 8h37, ou 8h37, j'exécute cela et j'obtiens donc automatiquement un objet TimeDelta qui va me donner la différence, dans ce cas-là en secondes, entre ces deux dates. En pratique, on ne manipule pas directement des types DateTime64 ou TimeDelta64 lorsque l'on fait de la data science. On utilise plutôt les types natifs fournis par Pandas. Pandas fournit trois types d'objets pour manipuler les dates. Ce sont les objets timestamp pour manipuler des dates, période pour manipuler une date associée à une durée, par exemple le 1er juin et une semaine après le 1er juin, ou alors TimeDelta pour manipuler des intervalles entre deux dates. Ces types Pandas ont deux avantages majeurs. Le premier avantage, c'est qu'ils permettent un parsing des dates beaucoup plus flexible que la contrainte de l'ISO 8601 que l'on a en NumPy. Un deuxième avantage, c'est qu'on peut créer à partir de ces objets des index. Donc c'est ce que nous allons voir dans la suite. Dans la suite, je vais uniquement parler de l'objet timestamp et de son index associé qui s'appelle DateTimeIndex. Alors, vous noterez que DateTimeIndex a peut-être un nom qui n'est pas très bien choisi. On aurait préféré avoir un objet qui s'appelle TimestampIndex. Ça fait partie des petites inconsistances que l'on peut trouver en Pandas. Donc, de nouveau, timestamp, c'est l'objet qui gère les dates. Et DateTimeIndex, c'est l'index que l'on construit à partir des timestamps. En Pandas, vous avez une fonction qui est un petit peu magique, qui s'appelle toDateTime. Cette fonction toDateTime, lorsqu'on lui passe une date, est capable de la parser à peu près quel que soit son format et de fournir un objet timestamp. Ou alors, si on lui passe une séquence de dates, elle est capable de produire un index automatiquement. Donc, regardons un exemple. Donc, je vais prendre toDateTime et je vais lui passer une date dans un format qui n'est pas du tout un format ISO, qui est un format standard, 10 juin, alors évidemment, il faut le donner en anglais, 10 June 1973 à 8h30. Donc ici, je n'ai pas les deux points, j'ai un format très classique. Et donc ici, il a bien été capable de créer un objet timestamp en parsant correctement cette date. Maintenant, si à toDateTime, je lui passe
non plus une date, mais une séquence de dates, nous allons voir qu'il va créer automatiquement un objet DateTimeIndex. Donc regardons cet exemple. Ici, je passe donc mon 10 juin à 8h30 et je vais lui passer un autre format, June 1973. Donc je vois que les deux formats sont complètement différents. Alors, j'ai une mauvaise syntaxe parce que j'ai rajouté une parenthèse là où il ne fallait pas. Je réexécute et on voit que malgré ces formats très différents de la première date et de la deuxième date, ToDateTime a été capable de les parser et de produire l'objet correct correspondant. Alors on a une autre méthode extrêmement pratique qui s'appelle DateRange, qui me permet de produire des tableaux, des index de dates. Donc regardons un exemple de cela. Je vais écrire index égale DateRange. Et donc ici, je vais lui spécifier une date de départ avec la même facilité de parsing que l'on a avec ToDateTime. Donc je vais spécifier par exemple le 1er janvier 2018. Ensuite, je vais lui spécifier une période, c'est-à-dire le nombre de dates que je veux produire. Donc ici, je vais en produire 1000. Et je vais lui spécifier la fréquence, c'est-à-dire quel est l'intervalle que j'ai entre deux dates. Et ici, je vais lui spécifier la journée, un jour. J'exécute cela, et donc je vois que ce DateRange m'a produit un index qui part au 1er janvier 2018 avec 1000 dates qui sont toutes séparées d'un jour. Une des grandes forces de Pandas dans la gestion des index de dates, c'est qu'on peut spécifier des fréquences extrêmement flexibles. Donc ici, je vais vous montrer un autre exemple. Je vais recréer un index, mais cette fois, au lieu de lui dire que mes dates sont simplement séparées d'un seul jour, je vais donner une fréquence beaucoup plus originale. Je vais donner par exemple 43 heures et 36 minutes. Alors vous noterez qu'ici, j'utilise un T pour minute. En fait, on peut utiliser soit min, soit T. Le M tout seul est réservé pour le mois. Donc ici, je spécifie un nouvel index qui va commencer au 1er janvier 2018 avec 1000 dates qui vont toutes être séparées de 43 heures 36 minutes. J'exécute et donc je regarde mon index et je vois bien que j'ai un nouvel index qui est créé en fonction de ce nouvel intervalle. Et maintenant, je vais créer une série à partir de cet index. Donc on va prendre une série S qui va contenir des nombres aléatoires. Donc je vais mettre des nombres aléatoires allant de 0 à 100. Et ici, je vais dire qu'il m'en faut 1000 parce que mon index a 1000 éléments. Et ensuite, je vais dire que mon index, c'est l'index que je viens juste de créer. Donc voici, maintenant, je viens de créer une série qui a pour index une date et qui a pour valeur un nombre aléatoire. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer la souplesse de manipulation des séries lorsque notre index est une date. Supposons que je veuille maintenant obtenir toutes les dates qui sont en 2018. En fait, je n'ai qu'à mettre ici 2018. Et Pandas va automatiquement m'extraire toutes les dates qui ont eu lieu en 2018. Maintenant, évidemment, je peux faire quelque chose d'un peu plus fin et je peux dire, par exemple, je veux toutes les dates de décembre 2018. Vous remarquez ici que, de nouveau, mon format est extrêmement flexible et que Pandas va être capable de faire le parsing correct de ce format. Et donc ici, je vais récupérer toutes les dates qui se trouvent en décembre 2018. Et pour finir, je peux évidemment faire du slicing. Donc je vais pouvoir prendre toutes les dates qui vont de décembre 2018 au 1er janvier, on va mettre quelque chose au 3 janvier 2019. Et donc vous remarquez que là, mes formats sont de nouveau hétérogènes et que Pandas sait de nouveau parfaitement faire le parsing de ces dates et me sortir les éléments de ma série qui vont de décembre 2018 au 3 janvier 2019. Pour finir, j'aimerais parler d'une opération qui est l'opération de rééchantillonnage qui permet de rééchantillonner des séries qui ont des datetime index. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et très pratique à utiliser et qui est dans l'esprit assez proche du group by. On va rééchantillonner des dates, donc on va les regrouper par semaine, par mois, par jour, et on va pouvoir appliquer l'opération à chacun de ces groupes. Donc je vais vous montrer un exemple. Je vais reprendre ma série de tout à l'heure et je vais faire un resample, un rééchantillonnage sur chaque mois. Donc si je regarde ce que j'obtiens bien un objet un peu comme le group by. J'obtiens un objet qui s'appelle resampler. Et sur cet objet, je peux appliquer une opération. Et ici, je vais appliquer une opération d'agrégation qui est la moyenne.
Et donc on voit que j'ai bien obtenu une moyenne sur chacun des mois. Donc j'ai rééchantillonné par mois ma série et j'ai calculé la moyenne sur chacun de ces groupes. Resample est très très puissant comme méthode et on peut notamment spécifier des critères d'agrégation qui sont plus sophistiqués que simplement un jour, un mois, une semaine. Et donc par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Je pourrais dire je veux faire un rééchantillonnage par semaine, mais en démarrant mes semaines le mercredi. Donc je fais ça simplement de la manière suivante. Je démarre un W pour semaine et wait pour Wednesday, pour le mercredi. Et maintenant, je vais calculer une moyenne sur mes groupes qui sont faits par semaine en démarrant le mercredi. Resample est une méthode qui est bien documentée, donc ce n'est pas très courant en Pandas, donc il faut en profiter. Et donc si vous regardez Resample, point d'interrogation, vous allez avoir la documentation avec un grand nombre d'exemples qui vont pouvoir vous montrer les différents cas d'usage de cette méthode Resample. Cette vidéo conclut notre découverte de l'écosystème Data Science en Python. Il y aurait eu beaucoup plus à dire que ce qu'on a eu le temps de couvrir en une semaine. On aurait aimé parler des évolutions de Pandas, des nouveaux formats de données ou même de la visualisation. Cependant, on a préféré se concentrer sur les briques de base que sont NumPy et Pandas. Nous avons également vu que NumPy et Pandas sont en rupture en termes de philosophie par rapport à Python. La performance est au cœur de la conception de ces librairies. Nous avons également vu qu'elles sont beaucoup moins matures et que donc des évolutions fondamentales sont à prévoir dans un avenir proche. Vous devez donc prendre le temps d'acquérir ces nouveaux concepts et cette nouvelle philosophie pour tirer pleinement parti de cet écosystème. À bientôt!